Donc, merci de m'avoir invité pour vous présenter Mimikatz. Peut-être certains le connaissent, peut-être certains non. Plutôt connu à l'étranger, hein, plutôt qu'en France. Donc, je suis Benjamin Delpy. Peut-être certains me connaissent sous le pseudo de Gentil Kiwi. En tout cas, je suis quelques temps sur IRC. D'ailleurs, pour éviter qu'on vienne me pourrir pendant la présentation, on va le fermer. Voilà. Hein. Je suis un petit peu sur IRC, je suis auteur de Mimikatz. À la base, je suis pas du tout un programmeur. Hein. J'ai écrit ce petit programme-là pour apprendre le C, parce que quand j'étais, entre guillemets, j'adhère à certains concepts de cette école-là. Quand j'étais en école à peu près normale, IUT, BTS, bon, faire des boucles for et des tables de multiplication, ça m'a un petit peu gavé pour apprendre les langages de programmation. Donc j'ai appris plutôt par moi-même en dehors de l'école, enfin après l'école, quand je bossais. Le programme maintenant est détesté par pas mal de responsables sécurité. Paradoxalement, il est détesté par certains de Microsoft, adoré par certains de Microsoft. Depuis quelques années, il commence à être un petit peu plus connu. C'est-à-dire qu'en France, je fais quelques petites conférences des écoles, mais je suis déjà allé aux États-Unis, Black Hat, DEF CON, chez Microsoft, avec leurs équipes sécurité, en Suisse, dans différents pays. Voilà. Donc je vous ai fait une liste non exhaustive de toutes les certifications que vous avez dû voir dans d'autres présentations. J'en ai strictement aucune. Mais pas un pet. Hein. Voilà. Et je suis encore moins certifié sécurité. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, je ne fais pas du tout de sécurité. Je programme encore moins. Hein. Je m'occupe de faire des projets, des plannings, c'est au top. Voilà. Donc, on va tout de suite passer sur la partie logique. Alors, tout le monde s'attend à des choses hyper compliquées à la mort de Windows. On va prendre la barrette, un petit pchit frais, on va la rafraîchir, aller lire la mémoire en live. Ok. Non, dans la vraie vie, les attaques de sécurité, ça se passe pas comme ça. C'est compliqué. Donc, dans les faits, on se fie de temps en temps un petit peu à des failles 0D pour tourner un système, mais et encore, majoritairement, on se focalise un petit peu sur les règles d'un système, sur la bêtise des utilisateurs. Ça marche plutôt bien. Sur les règles de gestion un petit peu lourdes, un petit peu compliquées de certaines grosses entités. Et à partir de là, c'est donc beaucoup plus simple de comprendre le fonctionnement d'une société, les dérogations qui sont en place, les autorisations qui sont données à des personnes. Et c'est souvent par là qu'on rentre. Hein. Alors, vous avez entendu parler de mails piégés, de phishing, de campagne, de documents Word piégés. Voilà. Dans la vraie vie, c'est toujours aussi simple que ça. On est resté au macro. Hein. C'était pareil en 97, ça n'a pas changé. Donc il faut arrêter de chercher des choses hyper compliquées avec des barrettes de mémoire où on fait flipper les bits, etc. Non, stop. Enfin, c'est chiant, ça marche la moitié du temps et ça coûte une fortune quand on veut faire des exploits avec ça. Donc on va plutôt se focaliser sur des choses simples qui marchent tout le temps et qui dans les faits ne sont même pas des failles. Quand un pirate est rentré sur un réseau informatique, c'est rarement ensuite, une fois qu'il est rentré en post-exploitation, c'est rarement avec des failles qu'il va faire son job. C'est avec sa connaissance système, les principes. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. C'est hyper simple. Alors pour rentrer dans le détail, alors, je suis désolé, je sais que moi, je suis un Windowsien. Voilà, j'aime Windows, même si je travaille sur d'autres systèmes, sur Solaris. Alors, je déteste Windows aussi parce que je m'attaque à lui, ça dépend comment on voit les choses. On va parler dans un monde Windows. Vous verrez, vous pourrez faire rapidement des parallèles avec n'importe quel autre système d'exploitation. Alors, pour aller lire la mémoire d'un système sous Windows, il y a des choses très très simples. Il y a des API documentées par Microsoft, il n'y a aucun problème. On ouvre un process, on lui dit lis-moi la mémoire du process. C'est hyper simple. Donc, si vous êtes joueur, vous vous emmerdez en cours, hein, vous prenez le démineur, vous pouvez tricher. Vous avez bien compris, j'affiche le champ de mine avec les mines, hein, c'est les petites étoiles qui sont dans le démineur. Ça permet de tricher. C'est un exemple. Il n'y a pas besoin de comprendre la sécurité ou d'être très induit en programmation pour comprendre ce qu'on peut faire avec ce système-là. Un processus X accède à la mémoire d'un processus Y pour lire ou écrire des données, hein, bien sûr. Ça, c'est un exemple simple. Tout le monde le comprend. Après, on peut le dériver, cet exemple. Si par hasard c'était mon programme qui s'appelle Mimikatz, qui allait lire certains process de Windows pour lire des données, et ben, par exemple, on pourrait afficher tous les mots de passe des utilisateurs qui sont connectés. Les mots de passe Windows, leur hash NTLM. Alors, hash NTLM, c'est connu, le pass de hash, blablabla. Alors, avant que je rentre dans des concepts très compliqués, pour certains peut-être, qui connaît peut-être déjà le pass de hash? De nom? Soyez pas timide. Hey, je suis plus jeune que vous pour certains. Allez, hop, hop, hop. Si. J'ai pas 30 ans, hein, je pourrais encore être là. Non. Je suis payé, attends. J'ai un salaire à la fin du mois. Ok, passe de hash, Kerberos, vous l'avez appris un petit peu en cours? Ouais? Non, dis rien. Eh les gars, je me sens vieux quand je dis tout ça. Bref. Bon, j'avais prévu un petit peu le coup. On fera quelques petits rappels. Ok, donc la mémoire d'un Windows, donc on peut la lire en direct. On interagit, on demande des choses, ça nous répond que la mémoire. Bon, dans les faits, on peut aussi se montrer beaucoup plus discret. On peut exporter le contenu de certains processus, de certains systèmes entiers, même sous forme de fichiers. Pas besoin d'être un gros hacker, hein. On ouvre le gestionnaire de tâches, met une fonction, crée un fichier de vidage, hop, on a la mémoire complète d'un processus Windows sous forme de fichier. On n'a déclenché aucune alerte, c'est génial. Bon, si on n'aime pas être en mode graphique,
il y a des API. Il y a même Mark Russinovich, qui est chez Microsoft maintenant, qui a développé ProcDump, qui fait la même chose en ligne de commande, très pratique. Et puis il y a les API de base si vous voulez programmer. Il y a même des scripts PowerShell, c'est à la mode pour les attaques, qui permettent de dumper la mémoire d'un processus. Bon. Le mini-dump, c'est très pratique. Ça déclenche aucune alerte d'un produit de sécurité, puisque c'est intégré à Windows. Et donc, vu que j'aime bien ce mode de format de fichier, si par hasard on allait sur un serveur Windows sur lequel on ne peut rien lancer et qu'on exportait la mémoire du process LSASS de Windows, eh bien avec Mimikatz, on pourrait donc sortir tous les mots de passe du système en question. Tous les hashes du système en question, toutes les clés Kerberos, enfin plein de choses, je vous le montrerai après. Alors, là, ça a l'air maléfique quand je le présente comme ça. On exporte la mémoire. Bon, les dumps, ils sont faits de manière automatique sur un système. Notamment quand un process crash, vous avez souvent un fichier mini-dump qui est créé. Il ne contient pas forcément tout, mais il peut contenir pas mal de mots de passe. Donc, les envoyez pas à n'importe qui. Alors après, si vous faites de l'analyse un petit peu plus lourde, vous avez les full dumps. Alors, full dump, je ne connais pas assez Unix pour faire un parallèle, là je suis désolé. Ça correspond vraiment à la quasi-totalité de la mémoire de Windows, qui est vue au niveau noyau. Donc là, il y a tous les processus de Windows, y compris le noyau. S'il y a tous les processus, il y a aussi le processus de sécurité de Windows à l'intérieur, donc il y a tous les mots de passe. Et tous les hashes, et toutes les clés, et toutes les informations, enfin voilà, le beau temps, tout ce que vous voulez. Ça peut être dans les fichiers de mise en veille prolongée, donc ne mettez pas en veille les postes. Ça peut être dans les snapshots de VM, ça c'est super intéressant quand vous les récupérez. Dans VMware Workstation, il y a un fichier VMM qui est l'image de la mémoire, c'est dedans, ça peut être géré. Si vous avez des infrastructures virtuelles, alors en entreprise c'est plutôt ESX, Hyper-V1 que QEMU, tout ça, Xen, etc. Mais le principe est le même, vous avez aussi les fichiers qui contiennent toute la mémoire de Windows et donc toutes les données de sécurité. Ok. Alors, pour les hardcore, ça c'est dans les revues informatiques, etc. Vous avez aussi le mode debug avec le port série, le port USB, le port FireWire à l'ancienne. Ça permet aussi d'avoir un accès direct à la mémoire et d'écrire, de bypasser certains processus. Après, les attaques call boot, on tire la barrette mémoire, on la rafraîchit pour pas qu'elle perde toutes les données, on la met dans notre PC et on lit la mémoire. Et puis après, il y a les petits gadgets de la NSA qu'on met dans le poste, etc. C'est pas des légendes, ça existe. Mais bon, ça doit représenter 0,001%. Enfin, si un mec arrive à rentrer dans une boîte et ouvrir une machine et mettre un truc dedans, je pense qu'il mérite de choper des mots de passe. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations à faire quand même. Voilà. Alors, on va faire un petit rappel Play School pour vous, les non-Windowsiens. Rassurez-vous. Comment fonctionne Windows quand on se log? Alors, on part de XP jusqu'à Windows 8.1, comme ça, il y en a pour toutes les générations. J'ai connu Windows 3.1, moi, donc il n'y a pas ça. Voilà, donc on tape son petit mot de passe, ça rentre dans des petites moulinettes graphiques. Dans le processus de l'SASS, il va faire son business, je rentrerai dans les détails après. Et selon si vous êtes sur un poste en local, donc sans domaine Windows, il va vérifier ça dans la SAM de Windows, faire une comparaison du hash de votre mot de passe avec le hash que lui il connaît de l'utilisateur. Et si c'est dans un domaine, il va interroger l'Active Directory, le LDAP de l'entreprise, pour vérifier et obtenir des tickets Kerberos. Ne vous inquiétez pas, on reste dans les principes, on n'est pas là pour aller voir au bit près. Une fois que ça c'est fait, Windows, votre poste de travail, va conserver quelques données en mémoire qui vont être suffisantes pour que vous puissiez accéder de manière transparente à des ressources. Un partage de fichiers, la messagerie Exchange, l'imprimante pour envoyer au fichier ce que vous voulez. C'est du single sign-on dans les faits. Ça vous allez taper votre mot de passe à chaque fois que vous accédez à une ressource, ou chaque fois que vous cliquez sur rafraîchir dans la boîte aux lettres. Il faut bien qu'il y ait des données quelque part enregistrées pour vous, sinon ça va être un petit peu chiant. Donc selon les protocoles, Windows stocke des données plus ou moins différentes. Pour les accès au partage de fichiers en NTLM, par exemple, ça va avec le nom, c'est le hash NTLM qui est stocké. Voilà. Pour des accès sous forme de Kerberos, c'est des clés Kerberos, etc. TSPKG, c'est l'accès au bureau à distance. WDigest, ça n'existe même plus quasiment, mais ça stocke des mots de passe. LiveSSP, c'est pour les gens qui sont assez fous, qui se loguent avec leur compte live sous Windows. Bon, voilà. Et Kerberos, c'est pour les ressources plutôt d'entreprise. Voilà. Un petit peu plus compliqué. Quand on rentre dans les SASS, je vous ai dit qu'il stockait certaines données en mémoire. Alors évidemment, ce n'est pas l'affaire du slip. Il ne prend pas votre mot de passe, il ne le stocke pas en clair. Je vais être un peu méchant, je crois que ça c'est Mac qui le fait. Voilà. Alors je suis trop méchant, je crois qu'il fait juste un XOR par-dessus. Voilà. Ok, mais je pense qu'on n'est pas loin. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années, mais je vieillis, le temps passe, mais c'était le cas. Sous Unix, il n'y a pas de SSO de base, donc vous les retapez à chaque fois. Dans Windows, ils ont quand même essayé un petit peu de cacher ça, pour pas que ça se voit. Donc, ils stockent énormément de données en mémoire, selon les providers de sécurité, ils stockent dans certaines variables des listes chaînées, des tables de correspondance, ils stockent certains credentials. Bon, ça c'était en mai 2011, je crois, où j'ai découvert que le mot de passe de Windows que vous tapiez pour vous loguer pouvait être retrouvé en clair. À l'époque, tous les gens se focalisaient sur l'hash NTLM. Mais après, c'est chiant, il faut le craquer, il faut des calculateurs, il faut de la puissance. Ça prend du temps, ça coûte cher. C'est quand même mieux d'avoir le mot de passe en clair. Surtout pour se loguer en RDP. Le hash, il s'en fout. Donc j'ai trouvé à l'époque dans TSPKG et dans WDigest les mots de passe en clair. Et au fil du temps, j'ai trouvé d'autres providers qui le stockaient aussi. Et encore d'autres données rigolotes. Alors dans les faits, le mot de passe n'est pas stocké en clair.
il est chiffré, de manière réversible évidemment, c'est pas un hash, il est chiffré avec une clé qu'on retrouve juste à côté. Donc dans le processus LSASS, c'est une grosse enveloppe, il y a tous vos mots de passe qui ont été chiffrés avec une clé qui est elle-même dans le processus LSASS. Voilà. Alors il y a deux clés selon les types selon les longueurs, ça peut être du triple DES, vous avez les algos qui sont là-bas. Donc selon la longueur, ça peut changer, selon les versions d'OS, ça peut changer, mais le principe reste exactement le même. Alors pourquoi c'est fait comme ça? Parce que Windows, ils sont quand même loin d'être bêtes, hein. Pour certains domaines en tout cas. Ils auraient pu isoler les clés dans d'autres processus, etc. C'est pour des raisons de perf à l'époque, hein. Voilà, ça reste dans le même processus, on fait toute la crypto dans le même processus, on ne fait pas d'appel RPC, c'est quand même plus rapide. Alors sur votre poste de travail, c'est un peu moins vrai, mais sur un DC, ouais, ça a quand même du sens. Et donc, à partir des clés qui sont retrouvées et des mots de passe chiffrés, on peut donc sortir le mot de passe en clair. Voilà. Donc, je vous le montre depuis tout à l'heure. Donc, selon les providers de sécurité, on peut trouver les hashes et les clés, TSP4J, le mot de passe en clair, WGS, votre mot de passe en clair, l'IVCP, le mot de passe en clair, Kerberos, mot de passe en clair, clé ticket. Alors, le Kerberos, c'est la fête du slip, façon 2015 et 2014, ça a été, surtout 2014, c'était l'année Kerberos, le Golden Ticket, toutes ces choses comme ça, c'était sur cette année-là. Donc, plein de mots de passe en clair. Bon, vous avez compris, je peux lire dans le processus de sécurité de Windows, mais je peux aussi y écrire. En y écrivant, je peux faire des choses plus rigolotes, comme le pass the hash. Justement, écrire un hash de manière arbitraire à la place de Windows. Je peux aussi passer un ticket, je peux passer plusieurs données. Donc je peux aussi corrompre Windows pour qu'il fasse ce que j'ai envie de faire. Bon, là c'était du slide. C'est chiant les slides, écoutez, ça fait dormir les gens au fond. Donc, un petit peu plus de démo. Là, vous me croyez sur parole, c'est bien. Mais... Voilà, donc ça c'est une machine Windows 7. Bon, le mot de passe, vous allez voir, c'est toujours le même. Il n'y a aucun secret, c'est pas le mien. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je me suis logué sur une machine hors domaine, hein, voilà, pas de problème. Je lance Mimikat, je demande le privilège debug qui m'autorise à interagir avec d'autres processus que les miens. Voilà. Donc il n'y a pas que moi qui ouvre une session sur un poste, hein. Le poste lui-même ouvre une session. Voilà. Donc là, je suis sur une NAC machine et donc on voit que je retrouve mon hash NTLM, un SHA-1 de mon mot de passe. Windows le stocke aussi pour des raisons cryptographiques, 2 fois d'ailleurs, qui ne sont pas très optimisés, et 2 fois mon mot de passe, en clair, que j'ai retrouvé. Là, c'est une machine simple, ça a l'air de rien. Maintenant, imaginez sur un terminal serveur, sur lequel tous les gens se connectent en commun pour aller rebondir sur des machines. Vous faites le marché, hein, vous prenez des mots de passe qui vous arrangent, des personnes qui vous arrangent. Voilà, donc ça, c'est hyper simple, ça marche. Vous prenez le programme, vous le mettez sur n'importe quel serveur, PC, Windows, vous l'aurez. Bon, bien sûr, là, c'est mon PC de démonstration. Je prends une machine en domaine Windows 8.1, j'aurai aussi d'autres informations. On va prendre celle-là. Et vous verrez qu'il y a une différence aussi, c'est que là, il n'y aura pas de mot de passe en clair, parce que quand même, à force de taper sur Microsoft depuis quasiment 4-5 ans maintenant, ils ont quand même corrigé dans les versions de Windows un petit peu ça. Donc il n'y a plus les mots de passe en clair par défaut maintenant, mais on retrouve quand même les hash NTLM et les SHA-1, ce qui, dans la plupart des cas, est largement suffisant pour rentrer sur un système. Je vais vous le montrer. Ok, on reprend. Donc, on a parlé de HNTLM, justement, puisque beaucoup ne connaissent pas le pass de hash, on va le réexpliquer. Le hash, l'authentification en NTLM sur un système Windows, c'est il prend votre mot de passe. Dans le cas du NTLM, il fait un MD4 du mot de passe, de votre mot de passe en Unicode, hein, la mode Windows. Voilà. Et ça va servir de clé pour les challenge response qu'il va faire auprès du serveur en direct, ou dans le cas d'un domaine, auprès du serveur qui va relayer ça au domaine contrôleur. C'est simple. Ça marche depuis NT, blablabla. Même pas 4, encore avant. Hein. Voilà. Bon, le pass de hash, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on évite la moulinette du hash. On va dire à Windows, tu vas directement te servir de la donnée que je te donne pour répondre aux questions au challenge response. Donc plus besoin de connaître le mot de passe d'origine pour faire croire au serveur en face que nous connaissons le mot de passe d'origine. Dans les faits, nous connaissons simplement la clé qui est suffisante à répondre à ces questions. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est peut-être de 1997. Et ça marche toujours. Et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que les imprimantes qui supportent le NTLM, il y en aura pendant très longtemps. Les NAS Synology que vous avez chez vous, les QNAS, ça marche en NTLM. À part si vous faites du NFS. Ok. Mais sinon, ça marche, tout le monde fonctionne en NTLM. Et ce principe fonctionne partout. Okay. Bon. Kerberos, c'est un protocole un petit peu plus compliqué. Il a été fait par des universitaires. Mais le principe, ça reste relativement le même. On prend votre mot de passe en entrée, on le fait passer dans des moulinettes. C'est pas forcément des hashes qui sont faits là-dedans, on chiffre ça avec des timestamps, blablabla. Bon, il y a du DES pour les très vieux systèmes. Vous avez vu la taille de la clé, c'est minable. On fait du RC4 qui, dans le monde Windows, ils s'embêtent pas, ils prennent la même chose que le HNTLM. On dérive une clé AES pour les systèmes à partir de Vista et 7, blablabla, ou de la AES 256. Une fois qu'on a cette clé, on est en mesure de s'authentifier auprès d'un contrôleur de domaine qui va vous donner un ticket.
s'appelle un TGT. Ça prouve qui vous êtes. C'est tout ce que ça prouve. Ça vous donne accès à rien. Quand vous voudrez accéder à une ressource sur un serveur tiers, ou ce que vous voulez, une imprimante, une base SQL, ce que vous voulez, Exchange, vous allez demander au contrôleur de domaine en disant tiens, je te redonne mon TGT qui te prouve que je suis moi, et je voudrais accéder à tel serveur, donne-moi un ticket pour tel serveur. Et le DC vous le donne, et vous présentez votre TGS au serveur auquel vous voulez accéder. Ça a l'air plus lourd, c'est plus lourd dans les échanges, mais dans les faits, ça permet quasiment au serveur qui est ici de travailler en mode déconnecté. Il n'y a plus d'interaction avec un DC pour vérifier qui vous êtes, puisque vous lui amenez un jeton qui a été mis par un DC. On va être cool, c'est l'après-midi, certains ont sommeil. Je ne vais pas vous expliquer mathématiquement comment fonctionne Kerberos avec les timestamps chiffrés, tout ça, blablabla. C'est pas l'idée. Le principe, c'est de voir la base. Après, il y a des RFC, vous êtes grand. Hein. Voilà. Donc, à partir de Kerberos, qu'est-ce qu'on peut faire avec Mimikatz? Le rouge ressort mal. Bon, on peut trouver les clés, AES 156 en l'occurrence là, 128, et les H NTLM et RC4, ce qui permet aussi d'interagir avec Kerberos. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces clés? Quasiment du pass de hash. Je l'ai appelé overpass de hash, juste pour rigoler. C'est un pass de hash dédié à Kerberos. On évite les moulinettes, exactement le même principe que l'autre. On injecte directement les clés en mémoire pour que les providers de Kerberos puissent s'en servir pour s'authentifier auprès des systèmes. Donc encore une fois, plus besoin de connaître le mot de passe d'origine, simplement connaître la clé dérivée suffit. Évidemment, ça marche aussi pour AES. Donc j'ai créé une fonction dans Mimikatz, on lui passe les clés, il les injecte en mémoire, et ça permet de s'authentifier en Kerberos. Ne vous inquiétez pas, je vous montre ça après. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi jouer avec des tickets. Le ticket, c'est le résultat, c'est ce que vous a renvoyé le DC. Donc, en mémoire, Windows stocke les tickets. Il va les envoyer à vos différents serveurs pour vous authentifier. Donc, il en a besoin, lui. Donc, on peut récupérer les TGT, les TGS, mais on peut aussi les rejouer. Donc, le TGT, il est pratique. Il identifie qui vous êtes. Donc, il permet de demander n'importe quoi au DC pour accéder à des ressources. Donc, à partir de là, virtuellement, vous avez accès à toutes les ressources auxquelles la personne qui avait le TGT avait accès. Si vous n'avez pas de chance, lorsque vous faites un piratage, vous avez le droit de récupérer juste un ou plusieurs TGS. Donc là, vous avez un usage restreint. Vous ne pouvez accéder qu'à la ressource auquel le TGS donnait accès. Vous ne pouvez pas obtenir de tickets supplémentaires. Bon, on prend un CIFS, partage de fichiers, le tour est joué majoritairement. Okay. Donc là, bon, on va dire j'ai créé une fonction pour le faire parce qu'il n'y a pas de programme qui le faisait, mais dans les faits, il y a une API Microsoft, on lui dit tiens, voilà un ticket, tu me le mets en mémoire, il le fait pour nous. C'est même pas un hack dans les faits. Hein. Il suffit juste de mettre le ticket au bon format et il le monte. Okay. Alors après, de temps en temps, j'ai des ayatollahs de la sécurité dans la salle. Ça va, vous avez l'air cool. Il y en a qui me disent ouais, mais non, on a une carte à puce, les mots de passe, blablabla, on fonctionne pas comme ça, c'est de l'asymétrique. Bon, c'est vrai. On ne peut pas retrouver, on n'a pas de clé AES, chose comme ça, quand on fonctionne avec une carte à puce. En revanche, les tickets, on les récupère quand même, il n'y a pas de problème. En plus de ça, pour des raisons de rétrocompatibilité, le DC étant très sympa, il renvoie le HNTLM de la personne pour qu'il puisse fonctionner sur les systèmes non compatibles Kerberos. Donc on retrouve quand même en mémoire le HNTLM, qui est au passage la clé RC4 qui permet de rebondir encore une fois. Et en plus de ça, puisqu'on n'a pas envie de retaper constamment son code PIN de carte à puce ou de token sur un portable, ou un poste fixe, il y a aussi le code PIN qui est mis en cache dans la mémoire de Windows. Donc ça permet quand même de gagner un petit peu de temps quand on fait un petit piratage. Voilà. Bon, là c'était de la magie, c'était des principes. Une petite démo, peut-être. Bon, je sais pas, on va voir. Ok. Alors, depuis le temps que je fais les démonstrations de ça, Microsoft quand même, ils sont quand même pris une masse de tickets d'entreprises qui en avaient marre de prendre des petits malins qui veulent sur leur réseau. Donc ils sont sortis pas mal de KB qui restreignent un petit peu les droits. Par exemple, maintenant, peut-être certains d'entre vous l'ont fait, avant on prenait les fichiers SAM sur les postes de Windows, SAM, on le déchiffrait, on avait le hash, on faisait un pass de hash avec et on rentrait avec. Ça c'est fini maintenant pour les comptes en locaux, les comptes locaux des postes de travail. Windows a verrouillé, on dit non, maintenant c'est juste des comptes du domaine, ou le compte 500, blablabla, mais qui n'existe plus. Mais il y a toujours des moyens de passer, heureusement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà. Donc là, je suis sur un PC du domaine. Voilà, là, il y a un contrôleur de domaine, il y a un PC, et là, c'est ma hack machine. Elle est totalement en dehors du réseau, enfin, l'accès au réseau physique, mais elle n'appartient pas au domaine de test lab que j'ai monté. Okay, elle n'a accès à rien. On va le montrer. Hop. Voilà, DC lab local. Normalement, je vais me faire plus ou moins vite envoyer chier. Plus ou moins vite, voilà. Benjamin, t'as pas accès, faut pas déconner. Ok, on va lancer. Donc là, par différents moyens. On va vous le faire avec le dump. Allez, on va le faire avec le dump. On va le faire propre. Donc vous avez accès temporairement à un PC qui a été déverrouillé. Donc vous envoyez un mail pour que les gens vous offrent des bières, évidemment. Mais vous créez un petit fichier de vidage. Blop, blop, blop. Voilà. Bon, j'en avais déjà un de prêt à cause d'hier soir. C'est bien. On va prendre celui qu'on a fait maintenant. Je ne crains pas l'effet démo.
vous le récupérez par mail, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le principe est qu'il arrive sur un PC tiers sur lequel vous avez la main et sur lequel l'antivirus ne détecte pas Mimikatz. C'est surtout ça l'idée. Donc il traîne là, hein, le dump, voilà. Donc là, vu que c'était une machine 32 bits, hop, on va lancer Mimikatz 32 bits, c'est mieux. On va lui dire sécuriser ça, min dump, hop. Ah, c'est Windows, le drag and drop. Voilà. Et donc j'ai accès maintenant à toute la mémoire du processus LSASS qui était dans un autre PC. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de mot de passe en mémoire, c'est un Windows 8.1 celui-là, donc ça a été un petit peu freiné par Microsoft les mots de passe, mais on retrouve bien le HNTLM de la personne, donc c'est C36 blablabla. Ok, on va le prendre ce petit H. Alors je vous montre aussi, il n'y a pas que le H en mémoire, hein. Il y a aussi les clés Kerberos, et il y a aussi les tickets Kerberos, il y en a plein, hein. Donc on jouera avec après. Pas de... Allez, je les exporte maintenant, on les aura sous forme de fichiers. Voilà. Voilà. Là j'ai exporté les tickets Kerberos, ils sont là, je pourrai jouer avec après. C'est la démo qui va suivre, rassurez-vous. Donc, privilège debug, voilà. Secure LSA, passe de H. Alors, non. On veut être l'administrateur, c'est mieux. On veut du domaine, c'est mieux. Hop, ouais, domaine. Lab.local avec le H qu'on a récupéré dans la mémoire. Le voilà. Ah oui, pardon, je ne suis pas dans le bon Mimikatz. On est sur 64 bits, les différences d'architecture. Alors, j'aurais dû copier-coller. Voilà. Ça marche mieux, hein, 64 bits. Donc là, j'ai écrit le hash NTLM que j'avais récupéré depuis la mémoire. Je l'ai écrit dans le provider MSV10 qui sert à faire du NTLM. Et tant que j'y étais, j'ai fait un overpass de hash. Je l'ai copié aussi dans le provider Kerberos. Donc là, je me retrouve dans une fenêtre DOS qui est dans un autre contexte utilisateur, même si c'est la même fenêtre, qui n'a aucun ticket Kerberos. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis fait envoyer chier quand j'ai voulu accéder au DC avec le C$. On va faire la même chose ici. Alors on va le faire avec l'IP, pour prendre un premier exemple, c'est intéressant, ça force à faire du NTLM dans Windows. Là ça marche. Donc, tout à l'heure je n'y avais aucun accès. Je n'ai toujours pas de ticket Kerberos. Par contre, c'est volontaire, j'ai mis l'IP. Si je fais... Voilà, bon, évidemment c'est la même chose, j'ai accès. Sauf qu'en plus, Windows m'a offert des tickets Kerberos en échange de mon HNTLM. Donc c'est plutôt cool. Donc là, j'ai récupéré exactement les mêmes accès que la personne qui travaillait sur une autre machine, juste à partir d'un dump de sa mémoire. Ok, donc là c'était dans le contexte de sécurité d'une fenêtre DOS. C'est pas très sexy, ça fait pas grand chose. Enfin, vous faites plein de choses avec une ligne de commande. Moi je suis une feignasse, j'aime ma souris. Voilà, donc on retourne dedans, on fait ça. Là ça n'a pas changé, je n'ai normalement toujours pas accès. Rame un peu. Suspense. Toujours pas accès. Voilà. J'ai toujours mon Mimikatz. Secure LSA. Ah non, c'est Kerberos. Passe de ticket, oui. Voilà. Alors on va prendre. J'ai dit qu'on avait dumpé les tickets, donc je vais prendre le ticket Kerberos de l'administrateur, son KRB TGT. Ça c'est son TGT en fait. Voilà, je le fais glisser là. Avec cette commande là, maintenant ça y est, je suis administrateur de tout le domaine. J'ai juste injecté un fichier qui me représente pendant 10 heures. Et donc là, la même commande qui fait le suspense depuis tout à l'heure, si j'ai un peu de chance, c'est qu'il n'y a pas d'effet démo, et ben ça passe. Bon, cette fois-ci c'est graphique, on peut même faire du copier-coller, mais vu qu'on est dans un monde Microsoft, évidemment, et que c'est fait de manière propre, oui je sais, on va se connecter au domaine, voilà. Depuis qu'un PC qui est totalement hors domaine, quand il veut bien, et ben ça y est, je peux aller administrer le domaine complet, créer l'utilisateur, changer mes droits, me rajouter ce que vous voulez, supprimer des gens, leur dumper l'AD, ce que vous voulez. Bon là c'est l'utilisateur Active Directory, hein, ça peut être un SQL Server, peut être ce que vous voulez, vos backups. Ok. Donc tout ça juste avec un fichier minidump que j'ai ramené, qui était sur un PC sur lequel un administrateur travaillait. Sur un terminal serveur, il peut y avoir des 20, 50, 100 personnes qui travaillent en parallèle.
chacun avec des droits plus ou moins différents. Vous faites votre marché, c'est très simple. Ok. On continue. Hop. Alors vous êtes sympa, mais j'avais prévu un anti-troll. Je me suis dit, ouais, mais ça c'est Windows, ils sont nuls. Ouais, Microsoft, tous les enculés. Voilà. Bref. Ok. Sous Linux, on peut aussi faire du Kerberos, évidemment. Kerberos, ça a même été inventé pour Unix là-bas. C'est pas Microsoft. Microsoft, ils l'ont implémenté avec Windows 2000 en natif, mais avant, c'était pas du tout leur business. Au contraire, maintenant, c'est eux qui lead Kerberos parce que les universitaires ont abandonné un petit peu le truc. Donc, on peut aussi faire du Kerberos sous Linux. Voilà, on l'installe et les paquets du MIT, on l'installe, on le règle. Ok. Alors, pour récupérer des clés, c'est hyper compliqué sous Linux. Je crois qu'il faut utiliser la commande copy. Voilà. Alors, quand on est root, on fait sudo copy de tous les fichiers KRB5 qui sont dans TMP. On récupère les tickets Kerberos de tous les utilisateurs. Vous avez vu, c'était hyper compliqué. Hein. Pas besoin de faire un GDB. Hein. CP. Même moi, j'y suis arrivé. Voilà, donc on les récupère. Et évidemment, je suis quand même quelqu'un d'assez sympa. Dans Mimikatz, on peut importer directement ces formats de fichiers-là maintenant sous Windows. Donc ça, c'est un truc un peu bâtard quand même. On prend les fichiers d'Unix, on va sous Windows, on les injecte et on peut pirater des serveurs Unix avec. C'est plutôt cool. Je vous fais pas. Voilà. Après, contrôle numéro 2. Je sais que vous êtes plutôt Mac ici. Oui, bah. Certains sont Mac. En tout cas, il y a des Mac là-bas. Okay. Pardon. Certains sont Mac. Je suis filmé, il faut que je fasse gaffe quand même. Voilà. Il y a des Mac dans la salle. Ça se joint aussi à des domaines Windows, parce que même si les gens, Mac c'est joli, ça marche bien, etc., dans la vraie vie, il faut bosser. Donc on les joint à des domaines, ils ont accès à Exchange, et ils bossent comme si c'était des Windows. Hein. Voilà. Donc ils ont aussi du Kerberos pour s'authentifier, ils ont des annuaires LDAP. C'est Kerberos. On ira voir après. Okay. Bon. Donc il y a aussi du Kerberos, il y a aussi des tickets. Alors, eux, ils n'ont pas aimé les trucs du MIT, ils ont fait ça avec Emdal. Alors, c'est géré dans la mémoire du noyau d'OS X, c'est un peu plus compliqué à dumper. Bon, je n'y connais strictement rien, Mac, j'en ai même pas un. Bon, par contre, je m'y connais un tout petit peu en Kerberos, donc j'ai trouvé une commande qui permet de faire exécuter des processus dans les sessions des autres utilisateurs. J'ai fait beaucoup de Google, parce que j'y connais strictement rien, et qui permet de dumper tous les tickets Kerberos des utilisateurs. C'est la même chose que la commande CP sous Unix en quelques lignes. Alors si vous trouvez mieux pour améliorer mon script, je connais strictement rien en script Unix. Il y a peut-être un one-liner à faire, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais dans les faits, ça donne tous les tickets Kerberos de tous les utilisateurs connectés sur un poste. Et ça vous les met où vous voulez. C'est le même format de fichier que les autres sous Unix, donc vous pouvez aussi les importer dans Mimikatz et pirater des Mac avec. Et les serveurs Windows auxquels le Mac avait accès, et blabla. Dans les faits, ça représente une personne, pas un poste. Voilà. Donc non, Linux n'est pas mieux, Mac n'est pas mieux là-dessus. Une fois qu'on est administrateur d'un système, on est admin, on a accès à tout. Et c'est aussi facile de devenir admin sur un Linux et un Mac, on a accès aux mêmes choses. Faut pas, voilà. Bon. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de PassVH, vous n'avez peut-être pas entendu non plus parler du Golden Ticket. Voilà. Qui d'autre? Plus de monde sur le Golden Ticket que le PassVH? Non, c'est les mêmes en fait. Ouais, j'espérais un peu. Tant pis. Voilà. Bon, alors là, je vous évite. On est des gens jeunes, on n'aime pas les slides, on n'aime pas les maths, on n'aime pas les trucs. On n'est pas là pour parler de comment ça marche. Si je vous le démontrer, je vais vous montrer comment ça marche. Je ne vais pas vous montrer comment on construit une structure à SN1. Je ne vais pas vous montrer comment on encode en RC4. C'est pas le but. Okay, la seule chose que vous avez à savoir, c'est que Microsoft, avec ses Golden Tickets sous Microsoft, c'est la même chose que des tickets Kerberos standards dans les faits, avec une structure spécifique à Microsoft qui est rajoutée, qui dit dans quel groupe vous êtes. Vos heures de connexion, enfin tout ce que vous voyez quand vous faites un net user sur un poste. Voilà, il n'y a rien de compliqué, mais c'est une structure supplémentaire. Alors, un Golden Ticket. Donc je vous ai pas de la mémoire de Windows, d'ailleurs c'est le titre de la conf, donc je vais essayer de rester dedans quand même. Mais allons jouer sur un DC. Donc on part du principe qu'on a dumpé le mini-dump, enfin la même chose, qu'on a gagné l'accès à un DC une fois dans sa vie. On fait un pen test, ok, ça arrive. On a tous pété un domaine à un moment ou à un autre. Peut-être certains là. Voilà. Donc la même chose. Donc, je m'en fiche des tickets de l'administrateur. Ils sont valides 10 heures. Je m'en fiche de son mot de passe et de sa clé. Dans les faits, il doit les changer tous les 42-60 jours. C'est la règle. Bon, s'il le fait pas, c'est tant pis pour sa gueule, mais dans les faits, ça peut changer. Donc si je reviens dans 5 ans, je suis fichu. Il faut que je refasse tout mon boulot. Et il y a eu des KB qui sont passés. Donc ça ne marchera pas. Donc, Microsoft a eu la bonne idée de hard-coder un petit peu dans l'Active Directory la clé qui sert à sécuriser tout le domaine. Microsoft a eu encore une meilleure idée de dire on la renouvellera jamais. Ça sera encore mieux. Donc on va imposer à tous les administrateurs et tous les utilisateurs de changer leur mot de passe régulièrement et d'utiliser des cartes à puce. Par contre, nous, on a une clé qui fait 16 octets et on la change jamais. C'est cool. Moi, j'aime bien.
Alors, vous inquiétez pas, hein, sous Linux c'est pareil, sauf que par contre, ils vous ont fait une doc pour le faire. Personne ne le fait, mais au moins ils ont fait une doc pour le faire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la clé du domaine. Alors, ça, je l'ai codé récemment, donc avant ça n'existait pas. Donc là, j'ai pu le sortir directement de la mémoire. Dans les faits, je peux aussi interroger l'Active Directory et demander les clés de chaque personne. Hein. Comment je fais ça? Ouh. Voilà. Si je veux les clés de l'administrateur, alors on va le faire avec un nom, ça, voilà, ça marchera mieux. Hein. Si je veux les clés de l'administrateur, Kerberos, je lui demande, hein, il va tous me les lister. Voilà, les voilà, il y en a plein. Si je veux les clés du compte utilisateur, j'en ai créé un, j'ai plus qu'à lui mettre. Voilà, il me sort toutes les clés. Donc si je veux les clés du compte KRBTGT, qui sert à sécuriser tout le domaine, je lui demande, il me les donne. Mais dans les faits, c'est pas depuis la mémoire. Ça, je demandais à Windows de me chercher la clé et de me la donner. Donc ça se voit, c'est une écriture en mémoire, c'est un mini shellcode hein, qui est derrière ça, ça se voit pas. Et puis c'est des appels RPC, donc c'est une interrogation de domaine. Ça marche, hein, ça fait le job, il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme ça que fonctionnent tous les PWDOM que vous voyez, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus classe d'aller juste le lire en mémoire sans juste un accès lecture. Voilà. Ça laisse beaucoup moins de traces, c'est surtout beaucoup moins dangereux. On n'a pas une petite fenêtre qui dit qu'elle est SSS a planté, que le poste va redémarrer. Ça ne peut jamais arriver. Et puis c'est la même clé dans les faits, il n'y a pas de problème. On voit bien que la clé 128, c'est la même ici, voilà, il n'y a pas de secret. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce compte KRBTGT? Le compte KRBTGT, qui est derrière, si vous êtes un petit peu curieux, vous avez un petit peu regardé cet écran-là. Ah, je sens l'effet démo, mais je le vois arriver. Il faut mettre l'affichage avancé. Voilà. KRBTGT, il est là. Normalement, c'est assez gros. Vous voyez, il a une petite flèche dessus pour vous dire je suis désactivé. Là, il est en bleu, je ne le souligne pas. Voilà, c'est un compte utilisateur qui est désactivé. Donc, dans tous les cas, même si on avait son mot de passe ou sa clé, on ne peut rien en faire. Ce compte ne marche pas sur le domaine. En plus, c'est un compte fictif. Il ne sert juste à contenir que des clés. C'est-à-dire qu'il n'appartient normalement à que dalle. Voilà. Il n'est admin de rien du tout. Il est utilisateur par défaut parce que c'est le groupe que tout le monde est, il est en réplication de mot de passe, mais il ne sert à rien. Il n'est pas admin du domaine, il n'est pas admin d'entreprise, donc il n'a pas accès à un DC de manière courante. Donc c'est un compte, il est là au même titre que l'invité. Hein, voilà. L'invité, il est désactivé, il fait partie de l'utilisateur. Il n'a accès à rien de plus que lui. Mais sa clé est plus que magique. Car si l'administrateur du domaine est admin du domaine, c'est grâce à lui. On va jouer avec ce compte. Donc retournons sur Mac Machine. Alors je vais juste me déloguer, me reloguer à cause des systèmes de cache, parce que là j'aime bien injecter un ticket, donc j'ai accès à tout le domaine. Ça serait de la triche. Il y a une commande pour purger les tickets, mais c'est pas très stable sur Windows. Donc, voilà. Voilà. Donc je n'ai toujours pas accès. Voilà, ben, il n'y a toujours pas d'effet surprise d'ailleurs. Ça rame toujours autant, ça c'est pas un problème. Hop. J'ai juste créé un petit fichier d'aide où j'ai copié les clés pour faire des copier-coller entre machines, c'est juste un peu chiant. Voilà. Donc j'ai toujours pas accès, hein, il n'y a pas de secret. Mais on va créer un golden ticket. On prend Mimikat, d'hab. Alors je vais copier-coller la commande parce qu'elle est quand même un petit peu longue. Je suis un peu feignant des doigts. Voilà. Alors, Kerberos Golden, dans le domaine lab.local, ça c'est le SID du domaine. Donc même si ça a l'air long, c'est pas une clé, hein, c'est une donnée publique. Vous faites un WAMI sur votre compte, vous l'avez. C'est un ID de domaine. Tous les utilisateurs du domaine partagent le même début d'ID, et après ils ont un relative ID qui contient, l'administrateur c'est 500, et après ça s'incrémente, etc. Blablabla. Donc ça c'est l'ID du domaine, si je fais un WAMI sur le DC, je l'aurai, on l'a dans la base de registre, c'est super public. Là par contre, ça c'est le HNTLM, qu'on a dumpé tout à l'heure, ou la clé RC4, du compte KRBTGT, compte qui pour l'instant ne sert strictement à rien. Et je lui dis, je veux être l'utilisateur administrateur. Normalement, je devrais lui mettre l'ID de l'utilisateur que je veux être. Bon, j'ai hardcodé, quand on n'en met pas, on met 500. Comme ça, on est l'administrateur du domaine. Et normalement, on lui met aussi les groupes dans lesquels on veut être. Ça aussi, je l'ai hardcodé. J'ai pensé que ça vous plairait d'être administrateur du domaine, d'entreprise, de schéma, de tout, quoi. C'est mieux. Utilisateur, c'est has-been. Donc, on crée un fichier. C'est un fichier Kirby, je l'ai appelé comme ça. C'est la même forme que les tickets que j'ai dumpé tout à l'heure. Alors, vu que je suis très feignant, j'ai aussi créé une fonction qui s'appelle passe de ticket qui l'injecte directement en mémoire, ce qui m'évite de l'injecter. Et ça évite aussi sur des systèmes copyrightés d'écrire sur le disque. Pratique. Voilà. Donc à partir de données qui n'appartiennent pas à l'administrateur, je me suis créé une identité en mémoire. Je le vois, j'ai un ticket. Administrateur sur le domaine de la point local. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on est en 2015, mais que j'ai décidé que le ticket serait valide jusqu'en 2025. C'est-à-dire que jusqu'en 2025, même si l'administrateur change son mot de passe, mon ticket restera valide. Même si l'administrateur supprime son compte, il faut vouloir, mon ticket restera valide. Et donc, encore une fois, ah merde, pas celui-là.
là, grâce à un ticket que j'ai forgé à partir de données qui n'appartenaient pas à l'administrateur, je suis redevenu administrateur du domaine. Ça a l'air rigolo, mais on a accès à plein de trucs avec ça. Donc là, vous voyez, c'était un TGT, j'en avais un. Automatiquement, Windows l'a utilisé et m'a donné accès à un ticket de type CIFS pour accéder au partage. Ça veut dire que le DC a considéré mon ticket comme valide. Je lui ai présenté un ticket qui est forgé à partir d'une clé qui ne change jamais, et il m'a laissé passer. Ok. Bon, c'est très pratique. Ça dure très longtemps, 2025. C'est-à-dire que là, je peux modifier mon mot de passe 50 fois, mon ticket il marchera constamment jusqu'en 2025. Il n'y a aucune manière quasiment de le faire passer, à part à prendre des jours de professional services chez Microsoft pour renouveler votre KB TGT. C'est pas une procédure très bien documentée chez Microsoft. Hein, ils n'aiment pas du tout. Même maintenant. Bon, ça c'est funky. Alors, pour l'instant, j'attaque le DC. Évidemment, je peux accéder aussi à d'autres sources. Hein. J'ai aussi un PC qui est connecté sur le réseau. Voilà, je suis admin du domaine, j'ai accès partout. Bon, cette clé est tellement puissante, comme je vous l'ai dit, elle permet d'outrepasser la réalité du domaine. C'est-à-dire que si je supprime l'administrateur, mon golden ticket fonctionnera encore. Si je le désactive, fonctionnera encore. Si je restreins les heures de connexion, il fonctionnera encore. Tout fonctionnera encore. C'est une clé super puissante. On va pouvoir jouer avec, un minimum. Comme d'habitude, je me déconnecte, je me reconnecte, parce que sinon il y a l'effet SSO. Hein, voilà. Bon, je vous le refais pas, hein, que ça accède pas, ça rame à chaque fois, c'est chiant. Bon, là, je vous ai créé une petite, juste pour vous. Hop. Voilà. Donc là, j'ai décidé que je m'appellerai utilisateur 42, avec l'ID de domaine 42. Bon, utilisateur qui n'existe évidemment pas dans mon domaine, qui n'a jamais existé. 42 étant même un ID qui est inférieur au 500 du minimum de Windows, il n'existe pas du tout. Voilà. Je l'ai mis dans un ticket, encore une fois je suis feignant, blablabla, hein, j'avais directement en mémoire. Et c'est là que c'est assez funky, c'est que même ce ticket, avec une identité qui n'existe pas du tout, il a accès à tout. Bon là c'est funky, vous faites votre attaque, etc. Maintenant pensez un petit peu plus loin, aux gens disent, une boîte s'est fait prendre par ça, ils s'appellent Lancy, hein, quand ils ont du bol, c'est une grosse boîte. Hein. Ils vont faire une petite analyse forensique quand même sur le poste, minimum, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, première chose qu'il fait, ils vont voir l'event log de Windows. Observateur d'événements, que s'est-il passé? Oui, l'écran est petit, d'accord. Je n'avais pas pensé à ce détail. Voilà. Notre domaine croit explicitement tout ce que je lui ai dit. C'est-à-dire qu'il croit que je suis 42 sur un domaine avec des smileys que j'ai mis, plus kiwi à l'intérieur. Donc même le nom de domaine n'existe pas, l'utilisateur n'existe pas. Il me dit oui, pas de problème, je l'ai authentifié, il est passé. Pour faire de la forensique avec ça, on ne peut même pas trouver quel est le vrai compte qui est derrière l'attaque avec ça, puisqu'on peut lui masquer. J'ai même mis un espace dans le nom de domaine. Donc vous imaginez bien que... Alors si vous avez des joueurs sur les injections SQL, des choses comme ça, vous pouvez imaginer aussi mettre des petites requêtes SQL, des choses comme ça. Quand ça passe dans un SIEM, c'est un petit effet sympa. Voilà. Ça fait double attaque, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, on a fait ça. J'ai d'autres. Ah oui, après j'ai le Silver Ticket. Alors Silver Ticket, qui a entendu parler du Silver Ticket? Ah, voilà, hein, je me disais bien. Quand même. Le Silver Ticket, c'est un Golden Ticket modifié, c'est pour ça. Pardonnez. On va se déconnecter, on va le faire autrement. Bon, imaginons je veux attaquer juste ce PC-là sur le domaine. Enfin, je veux rentrer dans ce PC-là, accéder à ses ressources, justement pour être administrateur, faire un PS exec, relancer Mimikatz dessus, mais je veux accéder en admin à ce PC-là depuis le domaine, sans avoir le golden ticket, sans avoir de compte prédéfini. On va le faire à l'ancienne, on prend son tournevis, on démonte le disque, on monte ailleurs. On peut faire comme ça. On prend une distribution Linux Live CD, on boot dessus, on a accès à des données. Ok, mais bon, quand on le fait, le poste est éteint, évidemment, donc il n'y a pas d'admin de connecter dessus. On n'ira pas loin. Donc le but, c'est on veut préparer une attaque, on veut rentrer plus tard dessus. On veut être sournois, mais on ne veut pas laisser de traces. Donc on ne va pas créer un compte supplémentaire, trop facile. On ne va pas remplacer Utilman par un CMD. Voilà. On ne touche pas au poste, on va juste lire des données. Dans une ancienne époque, on lisait le HNCLM de l'administrateur et on rentrait dessus. Maintenant c'est fini. L'administrateur local de Windows 7, maintenant il est désactivé, il vous fait créer un autre compte supplémentaire, qui a l'UAC, lui, qui vous l'affiche. Et là, par le réseau, ce compte-là, il est inaccessible. C'est une KB qui est passée qui a interdit ça. Donc quand même réfléchi chez Microsoft. Par contre, je vais vous montrer un compte que tout le monde sous-estime aussi sur les comptes au niveau des machines. Alors,
Je pourrais le lire depuis la mémoire, mais on va le lire depuis comme si c'était une vraie attaque. Alors là, pareil, je suis feignant, donc je vais prendre mes commandes. Hein. Oh oui, c'est là. Hop. Hop, 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 hop. Ah ouais, elles étaient plus loin. Hein. Bon. Ça, c'est pour faire une sauvegarde de la base de registre. Mais vous pouvez y accéder aussi en démarrant le poste sur une distribution live CD. Mais je ne vais pas m'amuser à démonter le poste. Voilà. Donc à partir de ça, donc ça c'est des commandes, j'ai copié-collé, donc ça fait une copie de la base de registre de système, security et SAM. Hop, sur une disquette, sur une clé USB. En disquette, ça fait vieux quand je dis ça. Sur une clé USB, sur ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc vous les récupérez par un moyen tiers. Ça, ce sont juste des fichiers. On retourne dans Mimikatz. On est encore un nouveau feignant, on va copier-coller des commandes. Voilà. Ouais, non, ça va, c'est des fichiers simples. Allez, hop. Alors, LSA dump. Alors, on va faire SAM, celui-là vous le connaissez. C'est celui qui ne boit pas. Ouais. On prend système, on le met là. On prend SAM, on le met là. Ça, c'est connu, c'est l'équivalent d'un SAM dump. Ça vous donne tous les comptes en local qu'il y a sur le poste et leur hash. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'amuser à le faire. 31D6, pour ceux qui connaissent, c'est un hash de mot de passe vide. Le compte est désactivé, il ne sert à rien, le compte administrateur sur ce poste-là. Je ne pourrais pas rentrer avec. Il y a le compte gentil kiwi, ça ne marchera pas non plus, comme je vous l'ai dit. Maintenant, Windows a désactivé l'accès au compte local. On va faire un petit peu plus subtil. J'ai copié un autre fichier que SAM. J'ai copié aussi le fichier security. Security, ça contient pas mal de choses, y compris les secrets d'authentification de la machine. Alors, il n'y en a pas des masses sur une machine standalone, surtout dans un lab que je viens de monter. Mais il y a le compte machine. Là. On a du bol, il peut s'afficher en texte clair celui-là, mais vraiment c'est plutôt en exact que ça s'affiche. Et vu que je suis un petit peu feignant, j'ai déjà précalculé le HNTLM du compte machine. Qu'est-ce que ce putain de compte machine? À quoi il sert? Il est connu pour servir quand on connecte une machine à un domaine. Ça permet à la machine d'aller chercher ses GPO machines. Normal, avant qu'un utilisateur se connecte, la machine, il faut bien qu'elle ait des droits sur le domaine pour se connecter, récupérer des GPO. Bon, normalement ça s'arrête là. Hein. Un compte machine, ça ne peut pas servir à grand chose. La machine ne travaille pas à votre place. Donc à quoi pourrait servir ce compte machine là? Et bien dans le monde Kerberos, quand on veut se connecter justement, quand on veut servir d'un TGS pour accéder à une ressource, on va lui présenter un ticket qui a été chiffré avec son compte machine. La machine en face ayant connaissance de cette clé-là, c'est son compte à elle, elle va pouvoir déchiffrer le ticket et dire oui, c'est bien le DC qui t'envoie, puisque le DC connaît mon secret, je connais mon secret, tu n'es pas un inconnu. Donc à partir de ce compte machine-là, c'est une clé universelle, mais juste à la machine. C'est comme un golden ticket pour tout le domaine, mais juste pour la machine. Donc à partir, c'est comme le KBTGT, mais pour la machine. Voilà, on répète. Donc à partir de ce hash-là, on va pouvoir créer tous les tickets qu'on veut, du moment qu'ils sont valides, ils ne seront valides que sur la machine en question. Aucun moyen de déborder avec ces tickets-là. On va le prendre. Voilà, je l'avais déjà copié la ligne. Voilà. Donc, on prend ces trois lignes-là. Je vérifie juste. J'ai redémarré? Ouais, c'est bon, il n'y a plus de tickets. Voilà. On va demander à Mimikatz. On va supprimer ça. Hop. Ça allait vite. Je vous montre juste le dernier, c'est le même avec le service qui change. Donc c'est comme un golden ticket pour le domaine de lab avec l'ID du domaine, ça ne change pas. Là par contre je spécifie un argument target. Donc target c'est le nom de le nom de la cible à laquelle je veux accéder. En l'occurrence c'est le nom du poste, pcla.local. Mais après je spécifie aussi un nom de service. Donc ça ce sont tous les services Kerberos auxquels je vais vouloir accéder. Mon RPC CSS, là, c'est pour faire du RPC à distance, vous en doutez. Au-dessus, c'était du CIFS, et au-dessus, c'est un ticket host encore, qui est encore plus générique. Donc, c'est trois types de services. Donc, et AES 256, donc là, c'est le compte, c'est le hash, c'est la clé dérivée du compte machine en mode AES 256. Ah, j'ai encore pris 42, c'est cool. Donc, en plus, c'est un compte qui n'existe même pas non plus localement à la machine. Ils ont été mis dans des fichiers, ils sont sur mon bureau. Je suis feignant, je les ai tous injectés. Donc j'ai créé un ticket CIFS, un ticket host, un fichier RPC CSS. On fait ça, on voit bien mes tickets. Ils sont aussi valides jusqu'en 2025. Alors dans les faits, ils ne sont pas valides jusqu'en 2025. Mais je tente, on ne sait jamais, ça peut marcher. Ils sont valides autant de temps que le compte machine n'a pas renouvelé son mot de passe. Le compte machine, lui, il est renouvelé automatiquement par la machine. Environ, quand il a du bol, tous les 30 jours.
pour des raisons de recoupement de tickets, pour pas qu'il y ait d'arrêt de service, la clé N-1 est toujours valide. C'est-à-dire que même si le compte machine change, donc dans les faits, c'est au minimum 30 jours, il est valide. Il est valide entre 30 et 60 jours quand le réseau fonctionne bien. Si la machine n'arrive pas à changer son compte machine, c'est pas grave, elle continue à marcher. Et votre clé continuera à marcher aussi très longtemps. Okay. Donc, vous avez aussi compris le parallèle avec RBTGT. Non seulement il ne change jamais, mais même s'il changeait, la clé N-1 serait aussi valide. Ça peut durer très longtemps. Donc j'ai créé un ticket fictif, 42 sur la point local, comme d'habitude, valide juste sur PC de la point local. Ok. Retournons faire nos petites manips. Donc PC la point local, pas de problème. Je vous refais pas le coup de l'Event Viewer, évidemment. Mais je peux vous faire comme ça. PS exec, merci Microsoft. Voilà. Et bien sûr, je suis 42. Il n'y a aucun problème, la machine me croit sur parole. Alors que le compte, vous l'avez vu dans la SAM, n'existe pas du tout. Donc vous pouvez aussi lui faire croire tout et n'importe quoi. Vous pouvez créer des tickets à n'importe quel nom, vous pouvez même varier les plaisirs, mettre un ticket 42, l'autre 43, ce que vous voulez. Ça passera à tous les coups. Okay. Allez, continuons. Donc le silver ticket, c'est un dérivé. Après, il y a encore une autre sorte de ticket, mais ça profite de failles. Donc je ne suis pas là pour en parler, mais il y a toutes les médailles. On fait tout. On ne s'arrête pas à Golden. Bon. Une fois qu'on a gagné tous ces droits au domaine, bon déjà, alors les pentesters normalement ils s'arrêtent là. Hein. Ils disent oh, j'ai gagné l'accès au domaine. Voilà. Bah, après le mieux c'est de rester, de s'implémenter, c'est de faire des choses malveillantes. Voilà. J'ai créé d'autres petites fonctions amusantes dans Mimikatz, le AddSID, je reviens dessus après, le password filter, le SSP, même SSP et la skeleton key. Alors skeleton key, si vous suivez l'actualité de sécurité, c'est Dell SecureWorks qui a investigué dessus. Il y a une boîte qui s'est fait prendre par des vilains hackers qui avaient créé le skeleton key. C'est pas moi qui l'ai créé. Par contre, j'ai lu la description, je l'ai refait dans Mimikatz parce qu'ils ne voulaient pas partager leur échantillon. J'étais obligé de coder un malware juste parce que les sociétés de sécurité ne voulaient pas partager leur échantillon. Tant pis. Drôle de stratégie. Voilà. Alors le AddSID History, alors je ne vais pas tous vous les faire pour qu'on ait le temps aussi un petit peu d'échanger après, mais le SID History, dans Windows, les grosses entreprises, des fois elles se rachètent, elles regroupent des groupes ensemble, voilà, c'est plus compliqué. Donc on avait un domaine A, on a un domaine B, ah mais comment on fait? On va les fusionner, ah ouais super, dans une forêt, ou alors on les met tous dans l'autre. Compliqué. Pour que les gens aient encore accès à leur ancienne ressource de l'ancien domaine, on va conserver leur identifiant d'ancien domaine et leur ancien identifiant d'utilisateur. On va le mettre dans un champ spécifique de leur nouvel utilisateur dans le nouvel Active Directory. Ce qui fait que virtuellement, la personne a deux identifiants, celui du nouveau domaine et celui du domaine dans lequel elle vient, ce qui lui permet d'accéder de manière transparente aux nouvelles ressources et aux anciennes. C'est un cas très particulier de Windows, hein. Ce n'est pas l'administrateur qui décide « tiens, je vais rajouter un SID ». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment dans le cas de migration, il y a une liste de prérequis, il y a des KB Microsoft comme ça sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à le faire marcher en vrai, par contre j'ai réussi à le pirater, c'était beaucoup plus drôle. Avec l'utilisateur, avec Mimikatz, on peut lui rajouter des SID arbitraires. Et on peut tuer le système. Normalement, c'est fait pour prendre des SID qui viennent d'un autre domaine. Moi, j'ai décidé de lui faire passer des SID qui venaient du même domaine. Par hasard, le SID de l'administrateur. C'est-à-dire qu'on va prendre un utilisateur qui n'est pas admin du tout. On va lui rajouter le SID du groupe admin du domaine, par exemple. Ça n'existe pas dans la réalité, un cas d'usage comme ça. Et quand il va se connecter, l'utilisateur qui n'est pas dans le groupe administrateur du domaine, il va avoir les droits administrateurs du domaine. C'est un niveau forensique, il faut péter tout l'AD pour le voir. Et certains AD font plusieurs gigaoctets. Ils font péter pas mal d'outils. Voilà. Je vous les montre après, il n'y a pas de problème. On va jouer avec. Alors Mimilib, c'est un fichier que j'ai créé, c'est une DLL, elle me fait le café, tout ce que vous voulez. C'est aussi un filtre de mot de passe. Le filtre de mot de passe, c'est très pratique. C'est-à-dire que si vous avez accès à des DC, vous mettez cette librairie sur les DC là en disant tu es un filtre de mot de passe. Et elle va checker les conditions de sécurité pour vous. Je prends un exemple, normalement, quand cette librairie n'est pas là, Windows, vous lui tapez un mot de passe 1, 2, 3, il vous dit attends, tu déconnes, c'est pas assez complexe. Ok. On tape son ancien mot de passe, il fait non, attends, tu déconnes, c'est le même que le mot de passe précédent que tu m'as tapé. C'est-à-dire que Windows a une intelligence, minimum, pour vérifier que votre mot de passe répond à des critères de complexité. Donc, Microsoft en a une de base qui fait assez bien le job. Mais il y a des fabricants qui ont réussi à faire un business autour de ça. Ils créent des produits qui vérifient les conditions de sécurité. Bon. Donc il y a une API pour ça et c'est documenté. Donc moi j'ai créé un filtre. Moi ça vérifie aucune condition de sécurité, vous faites ce que vous voulez avec, mais par contre ça l'enregistre dans un fichier le mot de passe. Donc si on met ça sur tous les DC, dès que quelqu'un change son mot de passe, on l'a dans un fichier. Alors moi j'ai mis dans un fichier, c'est fait pour une démonstration, je suis quelqu'un de gentil. Des gens de Hack5, ils ont fait ça dans des sockets émetteurs-prêteurs. Voilà, ça les envoie ailleurs. Okay, ça c'est persistant. On redémarre le DC, il recharge la DLL, c'est cool. Après j'ai fait un... C'est quoi celui-là? Ouais, c'est toujours avec Mimilib, un SSP. Alors le SSP, c'est plus du côté des domaines contrôleurs, là c'est sur des machines qu'on arrive à corrompre. On enregistre cette librairie sur le poste, et là en fait ça va être vu comme les providers de sécurité que j'ai présentés au départ. Le mot de passe va leur être filé,
Et normalement, ils font un hash, ils font une clé, ils le conservent en mémoire. Moi, je fais pas un hash, je prends le mot de passe, je le mets dans un fichier, encore une fois. J'aime les mots de passe. C'est persistant, ça, au démarrage, on l'a encore, mais ça nécessite un fichier sur le disque. Voilà. Même SSP, c'est plus vicieux. Il n'y a pas de fichier sur le disque. Là, je vais hooker, il y a un mini shellcode de merde, blablabla. Blablabla. Tant que la machine ne reboote pas, chaque fois quelqu'un va s'authentifier, mot de passe dans un fichier. Ça marche bien aussi. Allez, une petite démo. J'ai quoi après? Ouais, j'ai escoué ton quai. Ok. Oh, faut que je fasse échappe, hein. Ouais, allez, échappe. Alors, on va faire le petit SID. Voilà, donc pour l'instant, on joue avec des gens qui étaient administrateurs, des gens de pouvoir. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des grouillots. Ils n'ont même pas le même mot de passe. Là, il y a un U à la fin. Même un U minuscule, normalement. Voilà. Il y a un U à la fin, voilà. Donc ils ont accès au domaine, hein. Voilà, ils font la comptabilité, ils font des choses. Voilà. Ils ne gèrent pas des milliers d'utilisateurs. Donc ils ont accès à Outlook. Alors, par contre, le C$, évidemment, non, il ne faut pas déconner. C'est pas admin du domaine. On le voit bien, de toute façon. On prend notre petit copain utilisateur, là. Il est membre de utilisateur. Nada. Ok. On prend le groupe admin du domaine, mon groupe préféré. Il n'y a que administrateur dedans. C'est pas la fête du slip, c'est un vrai domaine, ça. Okay. On retourne sur le PC. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet utilisateur? Eh ben, on va lui donner des droits. On a piraté le domaine. Donc on se déconnecte quand même, parce qu'il faut vider les caches. On retourne là-dedans. Oh, Mimikatz est encore ouvert, c'est cool. Alors, misc add SID, on a dit utilisateur, et je veux qu'il soit dans le groupe admin du domaine. Voilà. Ok, c'est fait. On retourne. Voilà, bon, il n'y a toujours que administrateur à l'intérieur. On va même rafraîchir, hein, des fois, vous savez. Voilà. Actualiser, voilà, hein, pas de tri. Non, il n'est toujours pas dedans, et on prend utilisateur. Membre de... Voilà, toujours utilisateur. Le pauvre. Hop. Alors, il y a juste un cas d'usage. Il faut peut-être que je me déconnecte une deuxième fois, parce que des fois, on se log avec le cache. On n'a pas vraiment récupéré ses nouveaux droits. Je vais te le voir. Ah, ça va être bon, là. Hop. Donc, le même que tout à l'heure. Et là, on a accès au C$. Donc là, nous sommes administrateurs du domaine. Ça se voit? Ah non, pas avec celui-là. Là. Non, où am I, pardon. Où am I? Alors, il y a encore le cache. Sur le réseau, je suis administrateur du domaine, mais localement, je ne le suis pas encore totalement. Ça, c'est les histoires de cache. On se déconnecte une deuxième fois, je fais juste aucune manip. Voilà. Hop. Allez, on va dire que c'est bon cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, il ne me demande plus mon mot de passe. Donc je suis administrateur localement. Et là, le whoami /all /groupe, pardon. Il est un petit peu plus grand cette fois-ci. Et il me voit bien dans le groupe administrateur du domaine. Alors que je n'y suis pas dans ce groupe administrateur du domaine. Ça aussi, en forensique, c'est un petit peu plus lourd à documenter. Bon, le temps passant et voulant respectant quasiment une minute près mon emploi du temps, je vous passe les fichiers qui écrivent les mots de passe en clair. Hein. C'est une commande à taper, ça vous les met en clair, vous tapez dedans. Par contre, je vais vous montrer la skeleton key, parce que celle-là est quand même marrante. Alors, donc ça, c'est une attaque sur laquelle il n'y a quasiment aucun détail. Il donne juste quelques indicateurs Yara pour qu'on puisse les détecter dans des entreprises qui se sont fait corrompre par ça. C'est quelque chose d'assez vicieux. Ça va altérer le processus LS-ASS pour désactiver les authentifications AES, pour se restreindre à RC4. Je vais vous passer les détails du pourquoi du comment. Et pour rajouter un deuxième moyen d'authentification au même utilisateur. C'est-à-dire que la personne va pouvoir se loguer de manière transparente avec son propre mot de passe, mais il y aura un deuxième mot de passe de valide pour le même utilisateur. C'est une bonne méthode pour ton entreprise, ça marche en VPN, ça marche dans les messageries, ça marche vraiment sur tous les accès. Je vais vous faire une petite démo de celui-là. Alors skeleton key, ça veut dire passe-partout, pour ceux qui la blague n'était pas très bien comprise la première fois que je présentais, surtout que j'avais un nain au premier rang, il a très mal pris. Avec du recul, c'était marrant. Voilà. Donc
retournons là. Il faut altérer le domaine une première fois. Donc MISC, skeleton. Voilà. Donc je patch pas mal de choses en mémoire, différents endroits, de manière subtile, dosée. Voilà. On retourne avec notre copain utilisateur, qui en plus est administrateur, hein, c'est sa journée à lui. Donc vous avez vu tout à l'heure, je me loguais avec voisin 1, 2, 3, 4 /U. Je peux encore le faire. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4 /U. Je clique, on le voit, c'est là, pas de problème, hein. Ça passe. Peut-être, voilà. Je me déconnecte. Mi 4, quel hasard. Mi 4, le même. Et ça passe aussi. Et ça passe même très bien, vu que les deux clés sont valides. En plus, normalement, il a accès en plus, encore au DC, lui, il n'y a plus de problème. Il faut que j'essaye ça. Voilà, ça passe même totalement. Même avec un mot de passe qui est dérivé, avec des clés qui sont dérivées d'un autre mot de passe sur le réseau, tout est vu comme valide. Il y a 2 clés. Virtuellement, on peut en mettre autant qu'on veut. J'en ai codé 2 parce que c'est chiant, hein, c'est quasiment pas de l'assembleur à faire, mais c'est lourd. Mais on peut rajouter plusieurs structures pour que plusieurs mots de passe soient valides. Voilà. Donc c'est un petit peu lourd. Oh, le timing était bon. Voilà, j'ai fini. Merci à vous de votre attention. Je vois que même ceux qui voulaient dormir n'ont pas dormi, merci. C'est gentil. D'autres ont baillé, beaucoup. Donc maintenant, si quelques d'entre vous ont des questions, je crois qu'on m'a prévu une petite demi-heure pour y répondre. Je pense que ça sera beaucoup, surtout parce que je parle très vite. Mais si vous avez des questions, normalement, je suis à votre écoute. Alors, je crois qu'il y a des micros pour ceux qui veulent poser des questions. Vous voulez... Oh, il marche en plus. Super. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai remarqué quelque chose dans quasiment toutes tes démos et dans toutes tes explications, c'est qu'à chaque fois, tu as eu accès à un moment ou à un autre à une machine du domaine pour pouvoir faire un dump notamment. Donc du coup, c'est cool. Mais comme tu dis tout à l'heure, si tu as réussi à rentrer dans la société, tu as tout gagné déjà. Et donc du coup, est-ce que dans tous ces hacks-là, il y a des choses qui marchent depuis l'extérieur ou jamais du coup? Tu as raison de poser la question, puisque je ne l'ai pas précisé au départ, j'aurais dû. C'est un outil de post-exploitation, Mimikatz à la base. Ça ne sert pas à trouver de failles. J'ai aussi créé des outils qui jouent avec des failles Kerberos, la 1468, la 11013. Je les ai mis à part. Outils de hack et outils de post-exploitation, c'est pas la même chose pour moi. Donc non, effectivement, ça permet de rentrer une première fois. Après, ça permet, grosso modo, de se propager sur le réseau. Avoir accès via une vieille faille SQL ou RPC sur un poste, c'est bien, mais majoritairement, les gens s'arrêtent là. Ils vont pas beaucoup plus loin. Là, ils ont les droits admin locaux. Et par rebond, ça permet un déplacement transverse vraiment sur le réseau. C'est un déplacement latéral selon les outils qu'on utilise, mais ça permet de se propager sur le réseau. Donc effectivement, c'est ou un accès physique à une machine une fois. Donc là, moi, je m'en sers grosso modo juste pour des attaques internes. Mais les gens qui font des attaques externes, eux, s'en servent juste en outil de post-exploitation. Effectivement, c'est pas du tout le but de se servir pour rentrer. Ou alors, c'est vraiment qu'ils ont laissé les portes un petit peu trop ouvertes. Okay, donc ça arrive aussi. Hein, mais... C'était juste bien pour être clair et sûr sur le fait que c'était vraiment une fois que tu étais en interne. Non, les outils d'exploitation, je les présente pas. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ça pose des problèmes, cela. Merci. D'autres questions? Je me disais bien que cette demi-heure était un petit peu trop pour les questions. Non, pas de timide? Écoutez, parfait. On s'en sort tous bien. Eh ben, merci à vous alors. À très bientôt.